j'appelle Divi, Sophie, etc. Et c'est Divi qui va commencer en nous rappelant les recommandations actuelles d'utilisation des glucocorticoïdes en traitement d'induction, mais aussi d'entretien. Merci Xavier. Donc j'ai un tout petit rôle, ça va être hyper facile puisque les recommandations sont assez unanimes sur tout ce qui a été publié récemment. Notamment, donc on a 3 sets de recommandations européennes, américaines et les recommandations internationales de néphrologie des CADIGO. Donc pour le lard, globalement, on conseille le bras low dose de Pexivas, donc avec un début la première semaine à forte dose, qui est définie comme 50 à 75 mg par jour selon le poids. Donc, ce n'est pas exactement le dogme du milligramme par kilo et par jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient ce dogme de 1 mg par kilo et par jour? Qui a inventé cette formule? Et pourquoi on fait tous ça? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des anciennes études qui montraient que quand on faisait plus, il n'y avait pas de bénéfice supplémentaire en termes d'efficacité. C'est la notion que Loïc Guilvin nous enseignait autrefois. Mais je n'ai pas réussi à trouver une publication qui dit, en fait, il faut faire 1 mg par kilo. Bon, bref, en tout cas, c'est le concept. On commence fort et puis on diminue beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant. Donc voilà le schéma de décroissance. Donc on diminue beaucoup plus vite que le schéma classique jusqu'à 6 mois. Et donc entre 6 mois et 1 an, c'est laissé à la discrétion des investigateurs et éventuellement garder un petit 5 mg par kilo jusqu'à 1 an. Pour l'ACR, je ne sais pas si vous avez essayé de lire les recommandations de l'ACR, c'est un document qui est très pénible à lire, mais globalement, il recommande le bras low dose de Pexivas pour le traitement des vascularites associées aux ANCA. Et la dernière publication, donc Cadigo, bah, pareil, c'est le même tableau. Et avec une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc, une fois que les patients sont en rémission, est-ce que les corticoïdes ont une place dans le traitement de rémission? Donc, ça, c'est la discussion qu'on a eue ce matin autour de Ménepsan. Et avec donc, cette proposition de continuer une petite dose pendant 2 ans, puis ensuite de diminuer doucement, par exemple 1 mg tous les 2 mois. Donc, c'est de la recommandation de très faible niveau de preuve, mais c'est ce que les néphrologues ont recommandé tout récemment. Donc, on va confronter ces recommandations qui sont presque unanimes à l'expérience sur le terrain avec quelques discussions. Alors, vous l'avez compris, on met moins de corticoïdes. Les recommandations françaises du PNDS vont probablement s'aligner sur les recommandations européennes et américaines, qui sont le bras court de low dose, de Pexivas que vous a montré Divis. S'il y a une population particulière où il faut vraiment respecter ça, c'est les sujets de plus de 75 ans. Et c'est l'occasion de citer les travaux de Sarah Tietar, notre ancienne interne, qui a essayé de regarder chez les patients de plus de 75 ans qui avaient une vascularité associée aux ANCA, quel était leur devenir? Premier message, leur taux de rechute est moins important que les patients entre 65 et 75 ans. Donnée qui est d'ailleurs retrouvée par Maxime Sanson lorsqu'il a établi son score de rechute. Donc, au-dessus de 75 ans, on a tendance à moins rechuter. Quand on regarde les patients qui ont 75 ans et plus et qu'on les compare aux patients qui ont 65 à 75 ans, donc je vous l'ai dit, un taux de rechute qui est moins fort à 3 ans, moins aussi de traitement d'entretien. On a la trouille de donner trop de médicaments forts à ces gens-là, mais n'empêche, ceux qui ont reçu un traitement d'entretien, ils rechutent encore moins que ceux qui n'en ont pas reçu. Moins de rechute, moins de traitement d'entretien, mais ceux qui ont reçu un traitement d'entretien qui ont eu cette chance, ils rechutent encore moins. Premier travail de Sarah Tietar dans le gym. Deuxième travail de Sarah Tietar dans le JAMA Network, la même année, 2 papiers impact facteur supérieur à 10 de notre ancienne interne, elle assure, c'est assez remarquable. Et donc là, vous voyez, c'est uniquement des patients qui ont plus de 75 ans, qui ont eu un traitement par le rituximab. Vous voyez qu'il y en avait une centaine dans l'analyse qui a été faite. C'est du rétrospectif, mais quand même une centaine de patients de plus de 75 ans avec vascularite associée aux ANCA traités par rituximab. Vous voyez que l'âge moyen de ces gens, c'est quasiment 80 ans. Il y a un petit peu plus de GPA que de polyangéite microscopique. Et c'est la règle de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers dans cette étude en tout cas. 1 tiers ont reçu du Ritux en induction, 1 tiers a reçu du Ritux en entretien et 1 tiers a reçu du Ritux à la fois en traitement d'induction et en traitement d'entretien. Quand on regarde
Maintenant, les 66 patients qui ont reçu du rituximab en traitement d'entretien, eh bien, ça marche, le rituximab, chez les plus de 75 ans. 86% de ces patients atteignent la rémission. Quand on regarde maintenant le taux d'infection sévère, c'est une catastrophe à la première partie, c'est-à-dire dans le traitement d'entretien, dans le traitement d'induction, pardon, et avec un taux d'infection sérieuse qui est beaucoup plus important significativement à la phase du traitement d'induction qu'en entretien. Et vous voyez les chiffres, 46% patients année versus 8% patients année. Vous voyez que ce n'est pas acceptable, 46% patients année en traitement d'induction avec le rituximab. Et comme le rituximab est aussi donné en traitement d'entretien, vous voyez que ce n'est pas le rituximab qui est responsable, mais vous l'avez compris, ce sont les corticoïdes à forte dose qui, dans cette étude rétrospective, étaient donnés selon les anciennes recommandations qui résultaient du protocole Cortage. Et c'était surtout des infections à bactéries gram négatifs. Quand on regarde le taux de décès, c'est 20% patients année au début, quand on est à la phase du traitement d'induction, alors que bien sûr, c'est beaucoup plus bas après, c'est 4 fois plus bas après, quand le rituximab est donné en traitement d'entretien. Et donc, les grands messages de cette étude, c'est que bien sûr, les corticoïdes sont pointés du nez. Bien sûr, quand on donne des fortes doses telles qu'on les recommandait avant, même avec un schéma diminué de Cortage, on a des catastrophes en ce qui concerne le taux d'infection sévère. Et donc, vous voyez qu'à droite, il est stipulé qu'il faut vraiment faire un effort pour réduire les infections pendant la phase d'induction. Et bien sûr, ça vise les corticoïdes. Maintenant, je laisse la parole à Sophie Nagle, qui a fait un travail que je trouve exceptionnel, qui a d'ailleurs été primé à l'ACR, puisqu'on a demandé à Sophie de faire une communication plénière à l'ACR. Ce n'est pas tous les jours, donc respect. Merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler de notre travail qu'on a réalisé grâce à vous tous au GFEV sur l'évaluation en vie réelle du schéma de corticothérapie à dose réduite selon Pexivas au cours de la GPA et de la PAM. Donc, comme vous savez, l'essai Pexivas a comparé le schéma réduit de corticothérapie au schéma standard dans un essai randomisé. Et il est important de noter que tous les patients avaient 3 bolus de solumédrol avec 1 mg/kg de prednisone pendant au maximum 14 jours avant d'être randomisés dans un des 2 bras. Donc, cet essai avait démontré la non-infériorité du bras réduit au bras standard concernant le décès ou l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, avec une diminution significative des infections sévères à 1 an. Et on notait dans l'analyse en sous-groupe des patients induits par rituximab une tendance forte à un surrisque de décès ou d'insuffisance rénale terminale avec le bras réduit. Donc, dans ce contexte, on a voulu évaluer l'efficacité en vie réelle du schéma réduit de corticothérapie en comparaison au schéma standard chez les patients atteints de GPA et PAM sévères. On a donc réalisé une étude observationnelle multicentrique sur 19 hôpitaux de janvier 2018 à novembre 2022, avec des critères d'inclusion standard, GPA ou PAM, poussée sévère traités par rituximab ou cyclophosphamide, en induction avec soit le schéma réduit, soit le schéma standard de corticothérapie. Et des critères d'inclusion standard aussi. On n'a pas pris ceux qui étaient induits par rituximab et cyclophosphamide d'emblée et ceux qui avaient un schéma de corticothérapie qui correspondait ni au schéma standard ni au schéma réduit ou les patients qui étaient inclus dans d'autres essais thérapeutiques. Notre critère de jugement principal était un critère composite qui incluait la survenue d'une rechute mineure ou majeure, l'évolutivité malgré traitement et avant obtention de la rémission qui nécessitait de modifier le traitement et l'insuffisance rénale terminale ou le décès. Donc, notre recueil de données était standardisé avec des données très précises sur la corticothérapie, évidemment, et on a comparé le schéma réduit de Pexivas au schéma dit standard, qui incluait le schéma du PNDS 2019, le schéma Cortage et le schéma standard de Pexivas. Notre population comportait 234 patients, avec un âge moyen de 61 ans, 40% de PAM, 60% de GPA. L'atteinte la plus fréquente était l'atteinte rénale, qui était assez sévère, avec une créatinémie moyenne à 230 micromoles par litre. Et les patients recevaient des bolus de méthylprénisolone dans environ 3 quarts des cas, induits par rituximab dans environ 3 quarts des cas, induits par cyclophosphamide dans 1 quart des cas et échange plasmatique dans 20% des cas. Il y avait quelques différences significatives dans les caractéristiques initiales de la population. Il y avait plus de polyangite microscopique dans le bras réduit de corticothérapie et donc logiquement plus d'anti-MPO, plus d'atteinte rénale et moins d'atteinte ORL. Il n'y avait pas d'autres différences significatives. Donc voilà notre résultat principal.
Donc, on voit que en jaune, c'est le bras réduit, c'est le schéma réduit de corticothérapie. En gris, c'est le schéma standard. Et donc, on voit que la survie sans survenue de notre critère de jugement principal était significativement plus faible dans le schéma réduit de corticothérapie. Là, c'est une autre façon de montrer le même résultat. Il y avait un surrisque significatif en analyse multivariée de la survenue de notre critère de jugement principal chez les patients traités par schéma réduit de corticothérapie. Et vous voyez sur le reste de la diapo les facteurs qu'on a utilisés pour l'analyse multivariée. À 12 mois également, on retrouve le même résultat, un surrisque de survenue de notre critère de jugement principal avec le schéma réduit, 33% des cas comparativement au schéma standard, 18% des cas, donc à 12 mois. Et dans une analyse de sensibilité sur une population appariée par un score de propension, on voit qu'il y a une tendance à une diminution significative de la survie sans survenue de notre critère de jugement principal avec le schéma réduit comparativement au schéma standard. On n'a pas retrouvé de différence significative concernant le décès ou l'insuffisance rénale terminale comme dans Pexivas. Et on n'a pas non plus étonnamment retrouvé de différence concernant la survenue d'infections sévères à 1 an entre les deux groupes. Dans une analyse en sous-groupe, quand on a regardé les patients qui avaient été induits par rituximab, on a retrouvé qu'il y avait un surrisque significatif de décès ou d'insuffisance rénale terminale chez les patients traités par schéma réduit comparativement au schéma standard. Et chez les patients qui ont eu le schéma réduit de corticothérapie, on a retrouvé que le fait d'avoir une insuffisance rénale initiale sévère avec une créatinémie supérieure à 300 micromol par litre était associé de façon significative à un surrisque de survenue de notre critère de jugement principal. Donc, 2 populations particulièrement à risque d'échec du schéma réduit. Donc, bien sûr, notre étude a des limites. C'est une étude rétrospective. Il y avait quelques différences significatives sur les caractéristiques initiales entre les deux groupes. 28% des patients n'ont pas reçu de bolus de méthylprénisolone avant les corticoïdes oraux et c'était à peu près la même chose dans les deux groupes. Le groupe schéma standard est assez hétérogène parce qu'il y a différents schémas et on a un suivi minimum de 6 mois seulement, mais en médiane, les patients étaient suivis 25 mois. Enfin, pour discuter, là récemment, il y a l'équipe de Pexivas qui a publié une analyse post-hoc de l'essai qui a regardé avec différents modèles de risque compétitifs la survenue de rechutes. Et donc, ils n'ont pas retrouvé d'association entre le schéma réduit de corticothérapie et la survenue de rechutes dans leur étude, mais leur population est très différente de la nôtre. Dans Pexivas, c'était une induction par rituximab dans 15% des cas seulement, alors que nous, c'est presque 3/4 des cas. Et surtout, le traitement d'entretien utilisé était l'azathioprine, alors que nous, c'était du rituximab dans 90% des cas. Donc voilà, en conclusion, le schéma réduit de corticothérapie de Pexivas est associé de façon significative à un risque accru de notre critère de jugement principal composite, décès, insuffisance rénale terminale, évolutivité avant rémission ou rechute comparativement aux patients traités par un schéma standard. Et on recommande d'être vigilant lorsqu'on utilise le schéma réduit chez les patients traités par rituximab en induction et chez les patients qui ont une insuffisance rénale initiale sévère avec une créatinémie supérieure à 300 micromol par litre. Voilà. Merci de votre attention et merci à vous tous pour cette étude. La parole est à la salle maintenant. Donc Benjamin va pouvoir faire passer le micro. On a des appariteurs de très très haut niveau aujourd'hui. Tipeee et Sophie. Je savais pas que j'étais puni là. Merci beaucoup, c'était super. Juste une question, est-ce que tu as l'impression que c'est la sous-population des patients, des 28% de patients qui n'ont pas eu de bolus, qui vont moins bien, en fait, qui rechutent plus? Est-ce que ça va être des petits chiffres, mais est-ce que prenant le sous-groupe, le sous-sous-groupe, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas eu de bolus? D'accord. Il est allumé le micro Ah Là, ben c'est voilà. bon. Ouais, c'est mieux. Oui, ah oui, c'est vrai.
Non, c'était juste un commentaire, mais parce que c'est des résultats hyper intéressants pour la pratique quotidienne. Et finalement, moi, je trouve le message, c'est le rituximab, il est probablement pas moins efficace, mais il est lent à agir. Et à mon avis, c'est la lenteur d'efficacité du Ritux qu'on paye au départ. Et il y a pour probablement répondre à la lettre, enfin à l'étude des Américains dans Arthritis, parce que ils n'ont pas de différence, parce qu'ils ont 85% de patients sous endoxant où il y a une vitesse d'action qui est pas du tout la même. C'est pas un traitement qui est moins efficace. Je pense que c'est surtout quand on, et ça, il faudra qu'on en parle dans le PNDS, quelle est la vie, enfin, il faudra qu'on propose des schémas de corticoïdes qui soient adaptés à ce qu'on y accompagne. Rien, si c'est un FFS 0, prudent si c'est du rituximab, et plus ambitieux si c'est de l'endoxant et ou des échanges plasmatiques. Oula, ça se bouscule là. Wow. Désolé, je donne le micro à Pierre-Charles. Non, j'avais une petite question. Il y a un dogme. Pas que, mais pourquoi on... L'autre remarque, je pense qu'il faut être un peu plus prudent parce que les patients, ils arrivent fatigués, dénutris, fébriles et extrêmement... Sur le traitement d'induction, des grosses nuances. C'est pas du tout le même traitement Hmm. d'induction. Alors attendez, il faut qu'ils ont 2 heures de réponse là maintenant. Alors, allez-y. déjà, pour répondre à Pierre-Charles sur l'arrêt des corticoïdes à 6 mois, je pense que puisqu'il aime les essais contrôlés randomisés, il n'a qu'à regarder le suivi de Rave à 18 mois, qui est une catastrophe, avec 30 à 40% de rechute chez des patients chez qui Pierre va te dire qu'il n'y a pas de Ritux il d'entretien. n'y a pas eu du Ritux d'entretien, mais il n'y a pas eu de corticoïdes non plus. Et la dernière chose sur le commentaire de Pierre, qui a probablement tout à fait raison, mais c'est que ce n'est pas non plus du tout le même critère d'évaluation. Et ce que Sophie et Benjamin ont fait, c'est beaucoup plus subtil que d'évaluer uniquement la mortalité ou le passage en insuffisance rénale terminale, qui était le critère principal d'évaluation de Pexivas. Là, on a été plus dans la subtilité. Mais c'est vrai que, parce que les Américains sont très virulents contre cette étude, et on dirait qu'ils la prennent limite comme un truc personnel, quoi. C'est assez rigolo d'ailleurs sur les réseaux. Mais donc voilà, mais ça va être challengé. Enfin, on a toujours dit qu'on Oui, recommandait oui. Pexivas réduit. Et Non, non, mais juste c'est être pour te dire que vigilant. ton travail va être accueilli, va être attendu, hein. Donc, je te propose une séance de coaching avec Pierre-Charles. Deux questions. Le délai de survenue de la rechute entre les deux bras, il arrive bien plus précocement dans le bras réduit ou non? Et deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre induction 1 gramme versus 375 4 fois? Alors, il y avait très peu de rituximab 1 gramme, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Et concernant le délai de survenue de la rechute entre les deux groupes, je n'ai pas la réponse, mais finalement, C'est la courbe de survie. ouais, mais enfin, j'ai la courbe de survie, mais j'ai pas chaque événement, j'ai pas la courbe de survie pour chaque événement en fait. J'ai juste pour chaque événement, je peux vous montrer juste le pronostic à 12 mois. Et donc, on voit que les rechutes sont moins fréquentes avec le schéma standard pour les rechutes mineures avec le schéma Pexivas. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Donc, voilà, on pourrait regarder les courbes de survie sur toute la durée du suivi. En fait, ce qu'on voit bien quand même, c'est que c'est notamment l'évolution avant rémission pour aller dans le sens que disait Maxime, parce que quand tu fais la somme des rechutes entre les deux bras, mais là, c'est sans ajustement, c'est pas si différent. Et nous, ce qu'on a observé en pratique, c'est on baisse les traitements et en fait, le malade, il réévolue, mais il était peut-être pas mis en rémission. Et en fait, il faut qu'on refasse marche arrière dans le traitement
Et ça va un peu dans le sens qu'il faut peut-être être un peu moins rapide avec le Ritux, quoi. Et en fait, Pexivas, je pense qu'ils regardent dans leur dernier papier des rechutes, donc c'est-à-dire chez des malades chez qui ils étaient en rémission, puisque pour parler de rechute, il faut être en rémission, alors que Mm. je pense qu'il va falloir l'orienter peut-être un peu comme ça Et aussi. on ne regarde pas l'évolutivité avant rémission. Et après aussi, enfin, dans le recueil de données qu'on a fait, il y avait quand même 10% des patients, en gros, dans schéma Pexivas réduit, qui n'avaient pas les 1 mg kilo recommandés actuellement pendant une semaine sur toutes les dernières recommandations qui sont parues. Et dans le groupe qui a plus de 300 de créates, il y a beaucoup de Ritux en induction, parce que je suis un peu, c'est juste la question qu'on peut se poser, parce que généralement quand la créate monte très vite ou qu'on va commencer à arriver vers 350, c'est plus le Ritux forcément qui est utilisé en induction. En tout cas, on se pose la question de l'endoxan justement pour la rapidité d'action. Est-ce que ça ne drive pas une partie des résultats, ça? Après, il n'y avait pas tant de Ritux que ça, hein, je pense, chez les patients qui avaient plus de 300 de créatinine. Non. Le créat à 300 qui sort, c'est les patients traités par schéma réduit de corticothérapie. C'est chez les patients qui ont schéma réduit de corticothérapie. Le facteur qu'on a retrouvé associé à la survenue du critère de jugement principal, c'était ceux qui avaient une créatinine supérieure à 300 micromol par litre. Et donc, probablement qu'ils ont eu de l'endoxan. Ouais. Probablement qu'ils ont eu de l'endoxan, ceux-là. Oui, c'est ça, c'est le deuxième message. Après, il y a quand même le biais que forcément, dans notre critère de jugement principal composite, il y a l'évolution vers insuffisance rénale terminale. Bon. Voilà. Et j'ai une question qui est proche de celle d'Alexandre, c'est là, il y a 28% de patients qui n'ont pas de bolus. Tous les malades dans le schéma allégé Pexivas avaient des bolus avant. Au vu des résultats, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut utiliser le schéma allégé Pexivas chez les patients qui ne reçoivent pas de bolus? Bah, moi, je dirais que non, parce que l'essai randomisé qui a démontré la non-infériorité, c'est avec des bolus, et pourtant, ce n'est pas écrit dans les recommandations. Et, ce que je trouve étonnant. Voilà. Et c'était similaire entre les deux groupes, ceux qui n'avaient pas de bolus. Et il justifie le fait de ne pas avoir écrit les bolus dans les recommandations par le fait qu'il n'y a aucun essai prospectif ayant évalué les bolus de méthylprénisolone. Moi, j'ai juste un commentaire, peut-être. Je ne crois pas qu'il y ait d'études qui, même si c'est un ressenti d'un certain nombre d'entre nous, qui montrent que le rituximab marche moins vite que le cyclophosphamide. Je pense même que dans la sous-étude du Ruggedata Rive, il y a peut-être une tendance plutôt au rituximab que l'endoxan. Donc, en fait, c'est qu'on a un signal d'une étude randomisée avec très peu de rituximab où on a une tendance à plus d'insuffisance rénale terminale qu'on est dans le low-dose corticoïde, et vous confirmez. Et donc là, finalement, c'est assez cohérent, et je me dis que si je veux utiliser du rituximab, peut-être qu'il ne faut pas que j'utilise du low-dose. Ça, je le comprends. Le deuxième signal qui est de dire il faut, chez un insuffisant rénal, que je n'utilise pas du low-dose, alors que là, dans les Pexivas, il n'y a pas de données sur ça, mais vous ne jugez pas le même critère. C'est-à-dire que dans le sous-groupe des patients avec une créatinine au-dessus de 300, il n'y a pas de signal corticoïde low dose ou high dose. Hein. Il n'y a pas de différence. En revanche, vous avez quand même un résultat de l'essai randomisé qui dit qu'il y a moins d'infections sévères. Et les gens... Comme traitement principal. Exactement. Mais on n'a pas réévalué les causes de mortalité depuis longtemps. On se base toujours sur les études du groupe européen qui disent 50% des décès dans la première année, 50% des décès dans la première année liés à des infections. Il me gêne plus parce que du coup, parfois c'est interprété sur j'ai une insuffisance rénale, il faut que je fasse du high dose. Après, ça reste un signal, ça reste rétrospectif. Et encore une fois, il y a le biais que notre critère de jugement principal prenait en compte l'évolution vers insuffisance rénale terminale. Et je pense que, comme on a dit, c'est intéressant aussi sur l'évolutivité avant rémission et de bien faire au moins les 1 mg kilo pendant 1 à 2 semaines avant de passer à Pexivas réduit. Certainement d'abord de la molécule immunosuppressive qu'on va associer, du risque de rechute et du risque d'infection de notre patient. En fait. Aujourd'hui, je peux se sauver. Et de l'âge. Et de l'âge. Dans l'âge, alors, ouais. Et je vais rajouter une variable et de l'évolution.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est toujours un peu frappant de voir qu'on veut décider à J0 ce qui va se passer, alors que les 300, 400, 500 de créatinine, tu vois, la semaine dernière, on voulait mettre quelqu'un dans Renato, 600 de créate, sous cortisone avant même de se retourner, de faire quoi que ce soit, Ritux, Endoxon, quoi que ce soit. La patiente était à 300, elle avait fait 600, 300 en une semaine. Et ça, c'est vrai que dans toutes ces études, ça ne ressort pas. C'est que peut-être que le malade qui a un mois est toujours à 300, 350, 400, celui-là, on va vouloir peut-être intensifier si la biopsie va dans le bon sens, ou en tout cas rester haut. Le malade qui a très vite répondu, on peut peut-être déjà se permettre de réduire et se mettre en low dose en le surveillant un peu plus. Ça, c'est vrai que ça n'apparaît nulle part. Après, c'est vrai que le message, quand Sophie a présenté, c'était sûrement pas de remettre en cause ce qui était une avancée majeure, qui était moins de corticoïdes, mais juste parce qu'on ne sait pas comment les gens prennent en charge un peu à droite ou à gauche, mais c'est de dire, sachez que si vous mettez le schéma rituximab, le rituximab et le schéma low dose, il peut quand même y arriver des échappements, et ne vous dites pas que, en gros, vous le revoyez à 3 mois parce qu'il y a des échappements. Donc, c'était plutôt un warning d'un sous-groupe plus que de revenir en arrière. Et c'est ça que les Américains, en tout cas, ont dû à fait que Menritsan est un essai publié depuis 10 ans aussi. Je rigole, une boutade, une boutade. Est-ce que tu as regardé les causes de décès justement parce qu'il pourrait être un indicateur d'un biais d'indication, c'est-à-dire que les patients les plus fragiles, on a voulu mettre moins de corticoïdes et en fait ils sont plus morts parce que ils avaient plus de raisons de mourir. Oui. Et toutes ces comorbidités, on peut pas sur un score de propension, on peut pas les palper vraiment. Tu les as pas forcément recueillis, quoi. Oui, je comprends. Les causes de décès, c'était principalement le Covid, parce que malheureusement, c'était une étude entre 2019 et 2022. Mais globalement, il y avait à peu près autant de Covid dans les deux bras. Et puis, on a très peu de décès, hein. On en a 4 dans le bras standard, 10 dans le bras réduit. Et effectivement, je pense qu'il y a un biais d'indication, parce que nous, on n'a pas retrouvé la diminution des infections sévères à 1 an. Et voilà, probablement parce qu'on a mis exactement, probablement parce qu'on a mis moins en plus fragile et qu'on n'a pas et qu'on n'a pas. Oui. Dans le groupe low dose. Oui, Ça confirme un peu qu'il y avait c'est vrai. un biais d'indication. Tout à fait. Non, pas plus. Non, Plus réno. ouais, c'est ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Pierre Charles? Dernière question, j'amène à Noémie. On peut aussi imaginer qu'on voit que finalement, le principe critère d'échec du groupe low-dose, ça a été évolutivité avec nécessité de modifier le traitement. Et là encore, c'est un petit bémol de dire que peut-être que les patients à qui on sait qu'on a mis moins de corticoïdes et qu'on a fait moins fort, on est peut-être un peu plus rapide pour dégainer sur autre chose. Par exemple, un patient rénal qu'on voit continuer à se dégrader et dire hop, 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 allez, je vais quand même lui faire l'endoxan. Surtout si on l'a mis dans le bras faible dose, peut-être. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un phénotype de malade qu'on ne voyait pas trop avec l'endoxan, ça. Quand avec le Ritux, on l'a quand même vu de manière régulière. Oui. Mais c'est pour dire que c'est quand même une réelle. Je ne sais pas si on regardait. Ouais, peut-être. Bon, il faut passer à la suite. La question suivante. Alors, on a été beaucoup moins organisés, nous. Nous, c'est un peu le bazar. Donc, c'est Camille qui va. Vous aviez. Ah oui, Xavier vous a imposé une rigueur. Réveil à 7 h le matin, 10 pompes.